Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. À la une de ce soir, l'un des fidèles compagnons de l'indépendance et grand témoin de l'histoire contemporaine de Guinée, Elhadj Biro Kanté, a tiré sa révérence ce mardi matin au Maroc des suites d'un malaise. Les témoignages sur l'homme, c'est au début de ce journal. Après la sortie du chef de l'État lors du dernier Conseil des ministres sur l'organisation des examens nationaux en juillet prochain, le syndicat national de l'éducation et certains enseignants se contredisent sur la faisabilité de cette annonce d'Alpha Condé. Une fois encore, bonsoir et merci de nous choisir pour vous informer. Nous ouvrons cette édition d'information par cette triste nouvelle de ce mardi 29 juin 2021. Le doyen Elhadj Biro Kanté du PDG RDA a tiré sa révérence au Maroc alors qu'il était au chevet de sa femme malade. Dans la famille mortuaire, amis, proches et compagnons de lutte sous le choc témoignent la fidélité de l'homme, Alpha Oumar Diallo. Elhadj Biro Kanté, compagnon de l'indépendance, ancien gouverneur, ancien ambassadeur. Au chevet de sa femme malade au Maroc, Elhadj Biro Kanté tire sa révérence ce mardi matin à l'âge de 94 ans. À la maison mortuaire, amis, proches collaborateurs et compagnons de lutte témoignent le sens de patriotisme de l'homme. Elhadj Biro a été de tous les combats, il a été de tous les formes. De TRIA, il a été ambassadeur, il a été directeur de cabinet. Et Elhadj Biro, c'était un homme orchestre. Pour le secrétaire général adjoint du parti PDG-RDA, une formation politique que le défunt a tant servi, la disparition du doyen Biro Kanté est une perte pour toute la Guinée. Par conséquent, il mérite un hommage national. On ne doit pas circonscrire Elhadj Biro Kanté dans le cadre biologique simplement, ni dans le cadre politique. Et pour nous d'ailleurs, c'est un homme universel pour le sens du combat qu'il a pu donner à toute sa vie. Et figurez-vous qu'il n'a pas été que simple acteur politique, ambassadeur, plusieurs fois ambassadeur, gouverneur de région. Elhadj Biro aussi cet homme qui va au-delà du PDG, qui n'appartient pas à sa famille. C'est le fils digne de la nation et de l'Afrique tout entière. Et nous pensons que le peuple de Guinée, les autorités, ensemble avec le PDG, nous pouvons bien nous donner les mains pour rendre un hommage vraiment mérité à Elhadj Biro Kanté. Larmes aux yeux, la fille du défunt remercie l'éducation qu'elle a reçue de son père et prie pour le repos de son âme. Un père exemplaire qui a su donner une très bonne éducation à ses enfants. Je prie Dieu que son âme repose en paix. Âgé de 94 ans, Elhadj Biro Kanté, ancien compagnon de lutte pour l'acquisition de l'indépendance de la Guinée, s'en va et laisse derrière lui une veuve et 14 enfants. Ce samedi 26 juin, la jeunesse de l'UFDG a demandé à Cellou Dalein Diallo la reprise des manifestations de rue. Ils estiment qu'au regard de la confiscation des libertés et l'injustice dans le pays, battre le pavé et croiser le fer avec le pouvoir est désormais la solution. Yaya Bari est allé à la rencontre du coordinateur adjoint de la cellule de communication du parti. Suivez ce reportage. Au cours de cet entretien, Youssouf Kamara, coordinateur adjoint de la cellule de communication de l'Union des forces démocratiques de Guinée, explique les raisons qui ont motivé la demande de reprise des manifestations des rues par les jeunes du parti. Nous le reprenons parce que vous savez que nous sommes dans une situation de crise totale. Les sièges du parti sont fermés, le QG, nos militants et responsables de premier plan sont arrêtés, le dialogue politique est absent dans le pays, donc nous n'avions pas d'autre moyen d'expression que la loi nous confère en dehors de la manifestation. C'est un droit constitutionnel que nous comptons exercer dans les limites fixées par la loi du pays pour montrer à la face du monde ce que les Guinéens vivent. Et si nous pensons annuler des manifestations pour éviter d'autres cas d'arrestation, c'est une démission par rapport au combat qu'on a commencé depuis. Cependant, il lance un appel aux militants et aux forces de l'ordre et de sécurité. Nous devons nous lever pour que nos sièges soient ouverts, pour que nos responsables soient libérés. Rien n'est éternel. Le républicain, le soldat, le militaire
doit prendre le côté du peuple. Parce que seul le peuple rend un des régimes légitimes ou illégitimes. La semaine passée, il y a le tribunal de Dixine qui se dit incompétent par rapport à la question du passeport présidentiel d'Alain. Comment un tribunal peut se saisir d'un dossier dont il est incompétent? C'est un paradoxe. Le moment venu, sur les questions d'itinéraire, sur les questions de mobilisation, on en parlera. Mais les questions de stratégie restent secrètes pour une question d'efficacité. Le président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, Cellou Dalein Diallo, promet aux jeunes d'examiner la requête au niveau de la direction du parti en tenant compte de l'ensemble des contraintes. En début de la pandémie de Covid-19, le port des masques a été rendu obligatoire, mais ces derniers temps, cette mesure barrière est négligée par certains citoyens et même des agents de sécurité. Des citoyens rencontrés estiment que la pandémie est finie, d'autre part qu'ils sont fatigués de porter les bavettes. Mariam Kindibari et Ibrahim Paye Kamara pour le constat. Ce mardi matin, nous entamons notre constat au rond-point de Bambeto. Ici, la route vibre à son rythme habituel. Des citoyens vaquent librement à leur occupation sans porter de masque. Quelques-uns l'ont, à la place du nez, couvrent le menton sans être inquiètes. Pourtant, le Covid n'est pas encore parti. Je porte la bavette personnellement, c'est pour ma propre sécurité et ma propre santé. Parce que quand je porte la bavette, surtout je pilote la moto, donc la poussière, avec les déchets donc, qui se dégagent. Moi je pense que ça c'est une maladie, ça, c'est pas bon. Il est conscient de l'importance du port de la bavette, mais lui ne le porte pas. Néanmoins, Mohamed Salou Kanté sensibilise ses compatriotes. Même si l'État ne nous impose pas de porter la bavette, moi je pense que les gens doivent porter la bavette. C'est pour notre propre santé, moi je pense bien. Les masques de protection respiratoire sont essentiels pour limiter la propagation du virus. Depuis le début de la maladie, le 12 mars 2019, la Guinée totalise 23 653 cas confirmés, dont 22 388 guéris et une centaine de morts. Lors du Conseil des ministres de la semaine dernière, le chef de l'État a exhorté les autorités éducatives à organiser les examens nationaux à partir du mois de juillet, une demande pourtant contraire au calendrier scolaire prévu par celle-ci. Si le syndicat national de l'éducation trouve cela impossible, des responsables de quelques établissements scolaires du Ratoma se montrent déjà prêts, Bintou Souma et Moustapha Diani. Prévu au mois d'août par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, les examens nationaux se tiendront désormais au mois de juillet à la demande du chef de l'État. Un raccourci certes décrié, mais la décision ne surprend pas certains établissements scolaires comme le collège et lycée Kipé qui respectivement ont achevé 90% des cours et s'apprêtent à présenter 512 et 393 candidats. Au collège Kipé, nous on a fini avec le programme. Donc organisé au mois de juillet, les différents examens nationaux, ça sera une bonne chose. Nous avions déjà pris le devant. Parce que cette année, il faut le remarquer, il n'y a pas de perturbation majeure. Donc, ce qui a fait que maintenant, nous sommes autour de 90% d'exécution des programmes. Mais il faut noter que beaucoup de professeurs sont déjà à 100% d'exécution des programmes. Pourtant, la semaine dernière, le syndicat national de l'éducation a tenté de prouver techniquement qu'il est impossible d'organiser ces examens dans un bref délai. Ce proviseur du lycée Kipé qualifie ce acte d'abandon. Ceux qui disent que ce n'est pas tenable, c'est une sorte de démission de leur part. Parce que nous avons un programme d'activité, un programme d'enseignement en vigueur qui a été bien donné par l'IGE. Pour le moment, ce n'est pas officiel. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va être probablement dans la deuxième quinzaine du mois de juillet. Et maintenant, là, donc, les évaluations pour les classes intermédiaires et les examens blancs sont déjà programmés par toutes les écoles maintenant. Là. Ces éducateurs lancent un appel aux parents d'élèves et aux enseignants. Le gouvernement a une bonne intention d'aider les parents et les élèves. Parce que travailler dans le mois d'août avec la grande pluie, ça c'est autre chose. Si la volonté politique voudrait qu'on aille maintenant justement aux examens, c'est parce qu'ils ont tenu compte de beaucoup de choses. Il ne faut pas oublier que chaque fin du mois, chaque école remontait l'état d'avancement des programmes. Et c'est tenant compte justement de ces états d'avancement qui ont été remontés au fil du temps par toutes les écoles que le sommet a décidé donc qu'on peut composer maintenant.
Sauf un changement de dernière minute, le MENA prévoit la publication du programme des examens nationaux ce mardi 29 juin 2021. Toujours éducation à l'approche des examens nationaux, la Fédération syndicale professionnelle de l'éducation tire la sonnette d'alarme pour demander aux autorités éducatives le paiement de leurs primes d'incitation. Plus de précisions avec Yayo Moubari et Ibrahima Khalil Silla. La Fédération syndicale professionnelle de l'éducation réclame le paiement des primes d'incitation destinées aux enseignants. Une prime qu'elle ne cesse de demander depuis 3 mois maintenant. Parmi ces primes, nous avons la prime de logement, la prime du transport, la prime de craie, la prime d'installation, la prime de préparation, la prime de responsabilité. Donc, vous ne pouvez pas croire aujourd'hui qu'un proviseur n'a qu'une prime de 20 000 francs. Une prime de 20 000 francs. Donc, nous nous sommes dit qu'il fallait siéger pour valoriser ces primes. Donc, ensuite, il y a aussi d'autres enseignants qui sont en situation de classe, qui enseignent, mais qui ne perçoivent pas les primes d'incitation. Ces enseignants affirment avoir mené plusieurs démarches, mais en vain. Ils menacent de boycotter le processus des examens. Que cette fois-ci, si les primes ne seront pas payées à la fin du mois, il n'y aura pas d'examen. Et non plus, il n'y aura pas, n'est-ce pas, des évaluations de fin d'année. Alors ça, c'est le mécontentement des enseignants. Alors donc, le Bureau national de la FSPE a examiné la situation. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui, nous appelons, c'est-à-dire nous lançons un cri d'alarme, n'est-ce pas, au gouvernement, notamment au Premier ministre, de n'est-ce pas, réactualiser la situation pour que les enseignants puissent payer, n'est-ce pas, être payés avant, n'est-ce pas, la fin du mois, c'est-à-dire avant les examens. Les yeux sont désormais rivés vers les autorités pour résoudre cette crise qui s'annonce dans le secteur éducatif. Un incendie d'origine électrique s'est déclaré ce lundi 28 juin 2021 dans l'appartement d'un immeuble R+3 au quartier Sonfonia, secteur Tanene, dans la commune de Ratoma. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine, mais les dégâts matériels sont énormes. Ibrahim Soribari nous commente ces images de nos confrères de West Africa TV. C'est peu avant 19h ce lundi 28 juin 2021 qu'un incendie s'est déclaré dans un immeuble R+3 à Tanene, un secteur du quartier Sonfonia dans la commune de Ratoma. Des postes téléviseurs, des armoires, des lits, des matelas, des habits, des ventilateurs et d'autres accessoires, rien n'a pu être sauvé de ce bâtiment de 3 étages qui abrite des boutiques, une antenne et un petit pylône de téléphonie. Certaines familles y vivent également. Selon des témoignages, c'est au niveau d'une antenne que l'incendie s'est déclaré. Tout le 3e étage est parti en fumée. Les occupants du bâtiment ont été sauvés de justesse. Un court-circuit électrique serait la cause de cet incendie. Les sapeurs-pompiers ne sont pas venus à temps sur les lieux. Cependant, des policiers du commissariat central de Sonfonia étaient visibles sur place. Sous le choc, les habitants n'ont pas eu de mots à dire. Ils sollicitent cependant de l'aide aux bonnes volontés. Direction à l'intérieur du pays, cela fait exactement 13 jours qu'un garçon de 3 ans est porté disparu au quartier d'Alako, un quartier périphérique de la commune urbaine de Kankan. Dans sa famille, l'on apprend que le petit est allé jouer chez les voisins où sa paire de chaussures a été retrouvée, puis il n'est plus revenu à la maison. Une femme âgée de plus de 70 ans est soupçonnée dans cette affaire. Elle nie toute implication dans la disparition soudaine du garçon. Abdoulaye Nkoyassila. Dans la famille Maïga, au quartier de Lako, dans la préfecture de Kankan, l'air n'est pas à la réjouissance. Le petit Moussa Maïga, âgé de seulement 3 ans, est porté disparu depuis le 16 juin dernier. Les recherches pour le retrouver dans le quartier n'ont rien donné. Mercredi,
Donc, le mercredi matin, mon fils est parti jouer avec le fils d'une voisine. Quelque temps après, sa maman est allée le chercher, mais il n'a pas voulu revenir à la maison. Il y a une vieille femme âgée de plus de 70 ans chez nos voisins qui a dit à ma femme de laisser le petit jouer avec ses amis, qu'il a l'habitude même d'aller là-bas. Ma femme est revenue donc à la maison. À 10 h, moi je suis venu manger. J'ai demandé à ma femme où se trouvait le petit. Elle a dit qu'il est parti chez nos voisins. Je lui ai dit d'aller le chercher et entre-temps, moi je suis retourné au travail. 30 minutes après, elle m'a appelé pour me dire que le petit est introuvable. Et depuis lors jusqu'ici, on n'a pas de ses nouvelles. Donc, mais si nous tora amase ka kun hakili fe, nka nko segin kana yoro la no kana nsoro muso nu ye den la nyinina. Aye den la nyinina fam be fe, den na kibaru amasoro. Kadiatou Traoré, la mère de l'enfant, fait savoir qu'au cours de ses recherches, elle a retrouvé la paire de chaussures de son enfant chez les voisins. Mais dans cette famille, on soutient que le petit s'était retourné chez lui. Lorsque je suis parti, j'ai trouvé que le petit n'était pas sur les lieux. La vieille femme aussi qui m'a demandé de le laisser dormir. Les gens qui étaient sur place m'ont dit que mon fils était là tout à l'heure. On lui a cherché partout, on ne l'a pas retrouvé. Je suis même parti chez d'autres voisins pour voir s'il n'était pas là-bas. C'est étant là-bas même que quelqu'un m'a dit d'aller voir dans la maison de mes voisins. Lorsque je suis allé, je me suis limité au salon. C'est là où j'ai trouvé la paire de chaussures de mon fils. Et entre-temps, la vieille femme s'est réveillée et elle m'a fait savoir que le petit était à ses côtés, mais qu'elle ne sait pas où il est parti. La vieille femme âgée de 70 ans, soupçonnée par la famille Maïga d'être impliquée dans la disparition du petit Moussa, a donné sa version des faits. Lorsque le petit est venu ici, je lui ai donné de quoi manger. Quand il a fini de manger, il a grimpé sur une table. Après, sa maman est venue le chercher. Mais il ne voulait pas partir. Je lui ai demandé de laisser le petit jouer avec ses amis, qu'il allait repartir après. D'habitude, le petit vient ici et retourne chez lui sans problème et seul. C'est tout ce que je sais. Dans le quartier, les gens sont mobilisés pour retrouver le petit Moussa Maïga. Sa mère est inconsolable. Ce lundi, son père et sa mère ont été reçus par un juge du tribunal de première instance de Kankan. Il compte déclencher une action judiciaire. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de votre confiance. Les programmes continuent sur la télé du 21e siècle et bonsoir chez vous.